Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du samedi consacrée aux grandes actualités de la semaine. Voici les titres. Dans ce journal, nous mettrons majoritairement l'accent sur le 9e congrès panafricain qui s'est refermé à Lomé sur une note d'engagement et d'ambition avec la remise officielle d'une feuille de route destinée à raviver le panafricanisme et à renforcer la souveraineté du continent face aux défis actuels. Le 8 décembre, une journée historique pour la Côte d'Ivoire au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a officiellement entamé son 4e mandat après une cérémonie d'investiture solennelle et d'une ampleur diplomatique exceptionnelle. C'était l'événement de la semaine qui s'est achevé hier. Le 9e congrès panafricain organisé par le Togo et l'Union africaine a ouvert ses portes le lundi 8 décembre au Palais des Congrès de Lomé. Placé sous le signe du renouveau panafricanisme, le congrès a été officiellement annoncé par le président du Conseil, Faure Issozimana Gnassingbé, en présence de la vice-présidente de la Colombie, Elena Marquez. Retour sur les enjeux de cette cérémonie d'ouverture. Le 9e congrès panafricain s'est ouvert ce lundi 8 décembre au Palais des Congrès de Lomé. Organisé par l'État togolais en collaboration avec l'Union africaine, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Conseil, Faure Issozimana Gnassingbé, en présence de Francia Elena Marquez, vice-présidente de la Colombie, pays invité d'honneur, des officiels venus de tout le continent, ainsi que des représentants des diasporas et des communautés afrodescendantes. Une rencontre qui se veut un moment clé du renouveau panafricain. Près d'un siècle après le premier congrès panafricain, voici que l'Afrique et sa diaspora se retrouvent à nouveau, debout, réunis, conscientes de leur puissance et de leur unité. Ce 9e congrès arrive à un moment où l'Afrique n'est plus périphérique, elle n'est plus silencieuse. Elle est jeune, elle est forte, elle est ouverte au monde et déterminée à ne plus être modélée par d'autres. Placé sous le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir », cette rencontre historique entend conjuguer mémoire, action politique et développement endogène. Notre pays, le Togo, est fier de votre forte mobilisation, qui traduit par son élan le renouveau de l'idéal panafricain et la pleine conscience collective que la grande famille africaine a des enjeux cruciaux de notre temps, du défi de renaissance africaine. Et de ce défi, c'est George Padmore que nous venons d'écouter et de voir qui disait « L'idée du panafricanisme surgit d'abord comme une manifestation de solidarité fraternelle entre Africains et peuples d'ascendance africaine. » À dire vrai, notre rassemblement cette semaine à Lomé nous rappelle cette vérité. Prévu du 8 au 12 décembre, les discussions du Congrès porteront sur les grands défis de l'intégration africaine, de la souveraineté économique, de la justice raciale, de l'innovation, ainsi que sur le rôle stratégique des diasporas dans la construction d'un espace politique et culturel panafricain. 10 ans après la dernière édition à Accra, la capitale togolaise ambitionne d'être le creuset d'une réinvention du projet panafricain. Le choix du Togo pour ce 9e congrès a suscité la controverse. Certains observateurs jugent cette légitimité non acquise. Nous avons posé la question à Franklin Nyamsi sur cette polémique. Le 9e congrès panafricain qui se tient à Lomé a déclenché une controverse politique. Malgré l'importance du dialogue panafricain, des voix critiques ont remis en question la légitimité du choix du Togo comme pays hôte, évoquant la situation politique interne et des préoccupations liées aux droits de l'homme. Des observateurs et des groupes de la société civile ont soulevé des doutes quant à l'opportunité d'organiser un tel sommet à Lomé. Ils estiment que la situation politique togolaise, marquée par des tensions, ne légitime pas l'accueil d'un événement continental censé promouvoir l'unité et la bonne gouvernance. Pour en savoir
savoir plus, nous avons sollicité l'avis de Franklin Nyamsi, l'un des panélistes phares de ce congrès. Moi, je pense que le choix du Togo est parfaitement légitime en raison de l'action que le président togolais a posée envers les pays de la révolution sahélienne. Le Togo s'est comporté dans la crise sahélienne en État panafricain. Et tout panafricaniste qui a analysé la séquence historique dans laquelle nous sommes et le rôle que la diplomatie togolaise a joué pour sauver les trois piliers actuels principaux de la révolution africaine, ce rôle fait que le Togo mérite amplement d'être ce point de rencontre entre les dernières forces néocolonialistes du continent et les forces révolutionnaires. Vous voyez, le Togo est dans ce point d'équilibre entre les puissances néocolonialistes qui, pour moi, sont incarnées par la CEDEAO et les puissances révolutionnaires africaines qui sont incarnées par l'AES. Le Togo se trouve au point de jonction. Et ce congrès est donc littéralement le congrès qui est placé à la médiation. Cette controverse rappelle la complexité des grands rendez-vous africains où les enjeux diplomatiques et les critiques internes s'entremêlent. En mettant en avant son rôle d'acteur stabilisateur sur le plan continental, la diplomatie togolaise utilise l'accueil de ce congrès comme un moyen de renforcer sa position internationale. Au-delà des discours d'ouverture, le congrès a été le théâtre des discussions intenses sur les défis concrets du continent. Parmi les thèmes phares, un panel crucial à aborder la santé et la sécurité alimentaire. L'objectif est clair, trouver une réponse panafricaine pour garantir l'autonomie sanitaire et nutritionnelle. Le 9e congrès panafricain qui se tient à Lomé a mis en lumière un sujet essentiel pour l'avenir du continent, la santé et la sécurité alimentaire. L'objectif était clair, dégager une approche panafricaine pour agir ensemble face aux défis de la sous-région. Les discussions sur la santé ont permis de dégager 5 points d'action clés. Nous avons abordé des questions en lien avec les déterminants de la santé, mais également retenir, ou du moins s'appesantir sur 5 éléments clés, à savoir sécuriser les infrastructures, construire les infrastructures pour que lorsqu'on va dans nos hôpitaux, lorsqu'on va dans nos dispensaires, qu'on ait vraiment le matériel pour pouvoir prendre en charge nos patients qui sont malades. Le deuxième aspect également, c'est la formation en termes de ressources humaines. Il faut former des personnes compétentes, des infirmiers, des sages-femmes, capables de mettre au monde, accompagner les mamans à mettre au monde des enfants sans qu'elles perdent leur vie, et également des médecins qui sont fiers d'aider, qui sont fiers d'agir, d'accompagner les populations qui sont malades pour pouvoir soutenir le développement. Également, il était question aussi de parler de la médecine traditionnelle, de la médecine africaine, que j'aime bien le dire. On ne peut pas aujourd'hui parler de la santé sans avoir une pensée pour nos frères qui sont dans les zones reculées, qui se soignent avec des plantes médicinales. Malheureusement, aujourd'hui, le constat, il est clair. Beaucoup de ces plantes médicinales sont en voie de disparition. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire en tant que panafricanistes? Sauvegarder cet héritage en préservant donc ces espèces très cher pour notre santé. Ce congrès va nous donner l'occasion vraiment de revenir sur ces aspects et sans oublier, bien entendu, la question de recherche. L'Afrique ne doit pas être aujourd'hui ce continent qui reçoit tout. Nous devons développer des laboratoires de recherche pour que nous puissions avoir des données qui peuvent servir donc à l'intelligence artificielle pour pouvoir nous projeter. Vous savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça va s'imposer au monde entier et particulièrement en Afrique. Mais si nous n'avons pas des données, ces intelligences artificielles ne peuvent pas bien comprendre l'environnement dans lequel nous sommes et nos valeurs culturelles. Donc, il est important que les scientifiques, les chercheurs puissent s'appesantir sur ces questions. L'enjeu sanitaire étant intrinsèquement lié à la nutrition, la réflexion s'est naturellement portée sur la sécurité alimentaire. Ici, d'autres leviers d'action prioritaires ont été mis en avant. Nous avons retenu 4 points. 3-4 points. Le premier, c'est la production. Assurer une bonne production. Deuxièmement, aller vers une transformation parce que généralement, lorsqu'il s'agit des saisons, on le dit souvent, des saisons gracieuses, on produit, mais malheureusement, ces produits ne sont pas stockés et lors des saisons mortes, les populations se retrouvent dans la famine. Donc, il faut penser à la transformation. Et le troisième point, c'est le marché et la distribution. Nous devons tout faire pour que les produits qui sont produits en grande quantité en Afrique du Sud
puisse servir peut-être au Soudan, en Égypte, en Afrique, au Cameroun, ainsi de suite. Donc, assurer que le marché intra-africain est bien. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons toutes les initiatives telles que les LECAF, qui est le libre échange des produits et marchandises sur le continent, pour pouvoir donc soutenir la sécurité alimentaire sans bien entendu oublier les questions environnementales. Ce panel a rappelé l'urgence d'une réponse holistique et collaborative. L'ambition de ce 9e congrès est de faire de la santé et de la sécurité alimentaire non plus des problèmes nationaux, mais des objectifs de développement communs portés par une véritable solidarité panafricaine. Autre temps fort de ce congrès, la journée dédiée aux cultures africaines et aux mémoires. Une journée vibrante pour réaffirmer que le véritable développement de l'Afrique passe par la réappropriation de son identité et l'épanouissement de ses peuples. Le 9e congrès panafricain à Lomé a fait vibrer les cordes de l'identité. La journée du jeudi 11 décembre était dédiée aux cultures africaines, aux afrodescendants et aux mémoires. Des panels intenses ont exploré le rôle des cultes et cultures africains et afrodescendants dans le développement de l'Afrique et l'épanouissement des peuples afrodescendants. Au-delà de la nostalgie, l'objectif est de faire de la spiritualité et de la langue des leviers de l'éducation et du développement. La salle a accueilli un parterre exceptionnel. Ministre de la culture togolaise, députés de la diaspora comme la Guyane et surtout des centaines de prêtres et prêtresses africains et afrodescendants. Le message central est fort. La spiritualité africaine n'est pas un vestige, mais une ressource, une force et une lumière. Elle incarne les principes d'un humanisme panafricain fondé sur la dignité et la solidarité. Les discussions ont mis l'accent sur le rôle fondamental de la culture dans l'éducation. Les intervenants ont notamment insisté sur la nécessité de permettre aux enfants et aux jeunes d'apprendre dans leur langue locale pour mieux appréhender leurs études. Il est également question de défendre les valeurs de nos traditions, y compris à travers l'art et la musique. La problématique, c'est le fait d'être nous-mêmes, de nous retrouver nous-mêmes. Je rappelle toujours quand l'organisation de l'unité africaine a été créée et les pères fondateurs ont signé le document, le président Senghor s'est écrié « Voici enfin vécu ce rêve longtemps rêvé ». Quelques minutes plus tard, le président Bourguiba de la Tunisie va dire « Nous l'avons fait parce que nous avons soif d'être ». C'est le résumé de tout ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui. Il faut retenir ceci, c'est qu'il y a la nécessité de reconnexion avec la spiritualité africaine, avec le paradigme africain, avec donc les connaissances africaines est d'actualité. Et on peut remarquer que plusieurs communautés, que ce soit de la diaspora volontaire douloureuse ou même les fils directement africains, il y a cette mobilisation pour renouer, se retrouver, être ensemble et puis effectivement aplanir les différends qui créent des incompréhensions, car ceux qui sont dans la diaspora douloureuse accusent à tort ceux qui sont restés sur le continent, ce qui est du fait donc de ces esclavagistes et de la propagande qui s'en est suivie. Et donc je pense que ce 9e congrès est une opportunité, une tribune qu'il faut saisir et faire en sorte que les gouvernants, les dirigeants mettent au cœur de leurs décisions, de leur stratégie, la spiritualité et les connaissances africaines. La présence massive de dignitaires des cultes africains traditionnels a donné une dimension spirituelle au débat. Pour ces gardiens de la tradition, l'heure est à la transmission et à la légitimation. Ye watchon la pashi kokon mi abete kono ba la be she mi on ne ke ni subona vodu ke biswa mi no na couvent mi no na pa mo fua maton ye benyina ya dudure ba vodu benyi wona don mi ne mi hiande pepe a wona don mi pona miata pa miata mi sueve virebe mi ale bene. Cette journée a réaffirmé que le développement de l'Afrique et l'épanouissement de ses peuples passe par la reconnexion avec l'identité et la spiritualité. Le 9e congrès panafricain de Lomé espère ainsi forger les bases d'une renaissance culturelle et éducative guidée par les valeurs profondes du continent.
Ce 9e congrès panafricain a officiellement pris fin ce vendredi 12 décembre 2025. Après plusieurs jours d'échanges, les travaux et résolutions issues des discussions ont été solennellement remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Selom Klassou, représentant le président du Conseil for Issozinam, Nyasingbe. Le 9e congrès panafricain qui s'est tenu à Lomé a pris fin ce jour 12 décembre, marquant la conclusion de plusieurs jours de débats intenses sur l'avenir du continent. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale togolaise en sa qualité de représentant du président du Conseil, For Issozinam Nyasingbe. Le moment fort de la cérémonie fut sans conteste la remise des conclusions et de la feuille de route issue des travaux du congrès. Ces recommandations destinées à impulser un nouveau souffle au panafricanisme ont été officiellement transmises par la représentante des congressistes au président de l'Assemblée nationale. Ce fut 5 jours intenses de communication, de discussion, de travaux déterminants pour la suite. Le panafricanisme, on n'invente rien. Ça existe depuis. Et énorme respect pour toutes les femmes et tous les hommes qui font que le panafricanisme soit une réalité aujourd'hui. C'est quelque chose que nous pouvons saluer, malgré les critiques, qui sont somme toute légitimes. Nous ne devons jamais nous priver de discuter, d'échanger ensemble. La cérémonie de clôture a également été marquée par le discours percutant de l'honorable Abdourahmane Oumarou, ancien député du Niger, dont les mots ont résonné auprès de l'Assemblée. Son intervention a porté sur la nécessité de refonder la gouvernance et de renforcer la souveraineté africaine face aux défis sécuritaires et économiques. Vous devez savoir que l'impérialisme ne va pas en fait céder facilement. D'ailleurs, Sankara disait que c'est un mauvais élève. Quand vous le chassez, vous le renvoyez, il revient encore. C'est pour dire que même maintenant, nous sommes dans l'adversité. C'est très dur. Et beaucoup de pays hésitent encore en observant l'AES. Ils se disent que si ça marche, nous allons venir. Et de l'autre côté, nous subissons vraiment une pression terrible de l'impérialisme pour que l'AES soit un échec, afin de dire à tous ceux qui auront envie de se libérer comme ces pays de l'AES que voilà votre sort. Donc c'est pour dire que nous savons que beaucoup de pays aimeraient bien nous rejoindre, aimeraient bien faire comme nous. Nous les comprenons, c'est dur, mais c'est une question de temps. Nous allons réussir et nous allons les convaincre que la seule voie aujourd'hui pour l'émergence de nos peuples, c'est de se libérer de ce joug du néocolonialisme. Le 9e congrès panafricain se clôture ainsi en laissant une feuille de route ambitieuse et l'appel pressant à l'action pour une solidarité panafricaine concrète. Après plusieurs jours de travaux intenses, l'Assemblée nationale togolaise a adopté à une large majorité ce mardi 9 décembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Un budget équilibré en charges et ressources de 2 751 milliards 542 millions 15 000 francs CFA. C'est un sujet signé Firda Salim. Au Togo, le budget de l'État exercice 2026 est voté ce mardi 9 décembre 2025 par l'Assemblée nationale, première chambre du Parlement. C'est au cours de la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année, présidée par le professeur Selom Klassou, président de l'Assemblée nationale, en présence de ses collègues députés et du ministre des Finances et du Budget, Georges Barcola. Adopté à la majorité des élus du peuple présents à la session, le budget s'équilibre en ressources et en charges à 2 751,5 milliards de francs CFA contre 2 394,2 milliards de francs CFA en 2025, soit une hausse de 14,8%. Le budget met l'accent sur la transformation économique, l'innovation, la transition numérique ainsi que la modernisation de l'agriculture et de l'industrie.
Un montant de 669 milliards de francs CFA est alloué à l'inclusion financière et le capital humain pour renforcer l'éducation, le numérique et l'emploi. Et enfin, 324 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'État au profit des secteurs productifs et sociaux. La loi de finances 2026 intègre des mesures nouvelles telles que l'exonération de la TVA sur les produits locaux de l'élevage et de la pêche, la facilitation de l'enregistrement des marchés réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, les crédits d'impôt en faveur de recrutement des personnes en situation de handicap. Pour le président de l'Assemblée nationale, professeur Komi Lamklassou, ce budget prend en compte l'accroissement des recettes pour répondre aux besoins croissants de la population et soutenir les investissements stratégiques. Le budget de l'État 2026 est le reflet de la prise en compte des préoccupations des opérateurs économiques, voire du secteur privé qui demeure le véritable moteur de croissance de l'économie togolaise. Ce budget, ainsi voté en première lecture à l'Assemblée nationale, sera désormais examiné par le Sénat, deuxième chambre du Parlement, conformément au principe du bicaméralisme et dans le cadre de la navette parlementaire. Autre fait marquant de cette semaine, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a officiellement prêté serment pour un 4e mandat à la tête du pays. Il l'a fait devant le Conseil constitutionnel. C'est un sujet de la rédaction. Une cérémonie d'investiture d'une grande envergure diplomatique a eu lieu ce matin, lundi 8 décembre 2025, au palais présidentiel d'Abidjan, marquant le début officiel du 4e mandat du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'événement a réuni une assemblée prestigieuse de chefs d'État, de hauts dignitaires africains et de représentants internationaux, soulignant le rôle central de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale. Conformément à la Constitution, le président Ouattara, réélu le 25 octobre, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, marquant l'apogée institutionnelle de la matinée. La prestation de serment du président de la République élu a lieu le 2e lundi du mois de décembre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Ce lundi, 8 décembre 2025, correspondant à cette date constitutionnelle, il y a lieu de procéder ce jour à la dite prestation du serment. Après ce rappel solennel, le président Ouattara, main droite levée, main gauche posée sur la Constitution, a prononcé le serment et livré un discours d'orientation à la nation. Il a réaffirmé ses engagements en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité, visant la poursuite des réformes économiques qui ont marqué ses précédents mandats. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Malgré un scrutin dont les principaux opposants étaient absents et un taux de participation à 50%, la cérémonie d'aujourd'hui, avec ses invités de marque, conforte la position d'Abidjan comme une capitale diplomatique majeure en Afrique de l'Ouest. Le 4e mandat est officiellement lancé sous le signe de la continuité et de l'ambition réaffirmée pour la stabilité nationale. Les fins d'année sont souvent accidentogènes ici et ailleurs au Togo. Le syndicat national des patrons d'auto-école agrégé SINAPAET a lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière pour rappeler à la vigilance et à la prudence sur nos routes. C'est un sujet signé Richard Maï, Jean-Claude Diamlan, Baruch Tadjo. Des messages sur des pancartes, c'est le moyen qu'a choisi le syndicat national des patrons d'auto-école agréés au Togo SINAPAET pour mener sa campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en période festive. Démarrée le jeudi 11 décembre 2025, cette campagne reçoit déjà le soutien de divers acteurs. Depuis hier, au premier jour, nous avons eu beaucoup d'encouragement de la part des usagers de la route. Assez de félicitations également venant de différents acteurs
de la sécurité routière. La campagne poursuit sa route, mais le chemin ressemble à une montagne qui refuse de se laisser gravir. Les difficultés liées à la sensibilisation sont d'ordre divers. Mais je dirais de un, que de temps qu'il fait en ce moment ne nous aide pas trop. Mais nous faisons avec. De deux, certains usagers sont toujours réticents à la réception de nos messages. Mais nous avons foi que jusqu'à ce que nous ne finissons la campagne, toutes les têtes et les âmes seront touchées. Certains usagers ne manquent pas quand même de soutenir l'action. J'étais en train de passer et je vous ai vu avec tous les messages que vous avez. Franchement, c'est quelque chose à saluer. À saluer parce que nous sommes en période des fêtes et nous connaissons très bien nos jeunes frères et qui boivent, qui fument et qui font de n'importe quoi sur la route. Donc, je vous encourage déjà à continuer et à sensibiliser plus la population. Un message pour la jeunesse. Tout d'abord, je vais encore rappeler aux jeunes que nous sommes les relèves de demain. Alors, soyons sérieux pour que l'avenir nous appartient. Jusqu'au 23 décembre prochain, beaucoup de grandes intersections de la ville de Lomé deviendront des points focaux pour cette campagne. Objectif, réduire des accidents de la circulation en ces périodes festives. L'intelligence artificielle gagne de plus en plus de place dans nos vies. Notre micro est allé à la rencontre de diverses personnes pour savoir ce qu'elles pensent de cet outil devenu incontournable et comment elles l'utilisent dans leur quotidien. C'est un sujet qui porte les griffes de Baruch Tadjo. De ce qui se présente dans notre société actuellement. Et si tu es là, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle comme ChatGPT et tout, c'est comme si tu es en retard de la République en fait. Bon, je suis dans beaucoup de domaines et tout parce que je suis un jeune qui me cherche et tu vois un peu. Donc du coup, je me dois d'utiliser ChatGPT pour avoir des idées, vérifier si les idées, elles sont propices et tout. Parce que ChatGPT, en un clin d'œil, ça peut te donner des références très claires. Il nous aide dans beaucoup de choses. Par exemple, certains exercices, l'intelligence artificielle nous aide à les résoudre. Je l'utilise pour mon travail, par exemple, pour faire des exercices, pouvoir résumer un cours ou bien expliquer un cours que tu n'as pas compris. Ça m'aide pour travailler et pour comprendre certains cours, certaines matières, et aussi pour analyser certaines données. Et aussi pour s'amuser, en faisant des photos et tout. En tout cas, j'ai eu à apprendre par l'intelligence artificielle que c'est un moyen qui nous permettra de réaliser beaucoup de choses. Par exemple, moi, en tant que technicien en menuiserie moderne, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est un matériel pour moi. Par exemple, si je veux confectionner un lit ou je veux faire une cuisine maintenant, il suffit seulement de rentrer dans l'application de l'intelligence artificielle et de taper les données. Je lui demande de me proposer le plan 3D. Et très rapidement, vous allez voir que l'intelligence artificielle va me donner ce que je désire, ce que je voudrais réaliser à un client ou à quelqu'un qui me demande de lui réaliser un plan 3D. L'intelligence artificielle, c'est une forme de technologie révolutionnée qui te permet de réfléchir moins, mais de gagner en temps, de gagner en énergie et de gagner dans tout ce que tu fais, en fait. Je suis enseignant, j'enseigne l'anglais, je fais également le chinois, le français. Et aujourd'hui, il y a la facilité d'utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour faire certaines recherches. S'il y a certaines choses, avant, on va sur le Google, mais quand tu poses, par exemple, une question à Google, il y a plusieurs propositions, plusieurs sites qui sortent. Mais aujourd'hui, avec l'IA, quand tu lui poses la question de manière fixée, bien détaillée, il te donne exactement ce que tu veux et de façon plus clarifiée et il te suggère également d'autres choses. Donc, ça te permet d'aller plus vite et de retrouver exactement de façon plus claire ce que tu veux faire. Dernière actualité pour clôturer cette édition. Au Togo, le ministre de la Sécurité a décrété l'interdiction totale de la vente, détention et utilisation des feux d'artifice sur toute l'étendue du territoire pour les fêtes de fin d'année. Cette mesure est prise dans l'unique but de garantir la sécurité publique, d'éviter les accidents. La prudence est le maître mot. La sécurité prime sur les traditions festives. C'est un sujet signé Bama Djeri. À quelques jours des fêtes de fin d'année, l'annonce du ministre de la Sécurité a fait l'effet d'une déflagration sans étincelle. Dans un communiqué, le ministre a officiellement interdit l'utilisation, la vente et la détention de feux d'artifice sur l'ensemble du territoire togolais.
Une décision justifiée par la volonté de préserver la sécurité publique. Parce que donc attention le pont qui a durant pour nous donc les possibles Pour de nombreux habitants, les feux d'artifice ne sont pas qu'un divertissement, mais un symbole. Caminado vingtaine Mérina décembre, ça commence déjà. Donc, quand Caminado 31, il y a une banane en pleurs. Kaka le pour minuit, badina bobo. Donc, au temps banal on va filer. On l'a filer da. Voilà, c'est bandit de bopanya mais Pour certaines personnes, les feux d'artifice font partie intégrante des célébrations, sauf qu'il faut les utiliser avec prudence. Le communiqué du ministère de la Sécurité rappelle que la période des fêtes doit rester un moment de joie et non se transformer en source d'accidents ou de drames. L'interdiction des feux d'artifice s'inscrit ainsi dans une logique de prévention et de protection de tous, même si elle bouscule certaines habitudes festives. Durant ces jours de célébration, la prudence demeure le maître mot. Que chacun veille à éviter les comportements à risque. Car célébrer, oui, mais jamais au détriment de la sécurité de tous. Ainsi se referme cette édition consacrée aux grandes actualités de la semaine. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes sur les antennes de Pyramide TV, la télévision au sommet.